Qu'est-ce qu'on a dit pour commencer, José, ou on attend encore quelques autres personnes dans la salle d'attente? Oui, ben, il y a sûrement tout le monde s'est joint au fur et à mesure. Il y a peut-être d'autres qui vont se joindre en cours de route, mais puisqu'il est déjà 11h01, on va déjà commencer et les autres nous suivront par la suite. Alors, bonjour à tout le monde. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire qui portera sur les principales nouveautés de FME version 2023. Mon nom est Josée Boudreau. Je suis représentante des ventes chez Consortec. Je laisse le soin à mes collègues de se présenter. Débutons par Victor. 2 petites secondes, changer la slide. Oui, donc bonjour tout le monde. Mon nom est Victor Soubry. Je suis expert conseiller en géomatique à Consortec. Je fais autant du coaching que du développement en termes de performance géospatiale. Je suis un utilisateur chaque jour, en fait, j'utilise FME. Donc aujourd'hui, je suis vraiment excité de vous présenter c'est quoi les nouveautés de FME, la nouvelle version de FME 2023. Et puis, oui, je passe la parole à mon collègue François. Bonjour tout le monde, je suis François Lagagnère. J'ai vu dans la liste des participants que je pense qu'il y a quand même plusieurs personnes avec qui j'ai eu la chance de parler au cours de mes plusieurs années chez Consortec. Puis moi, c'est ça, je suis responsable, je suis un des propriétaires, puis je suis responsable de tout le volet développement et puis développement d'affaires et puis stratégie d'entreprise. Parfait. Victor, si tu peux passer à suivant, je vais vous montrer l'agenda de ce webinaire-là. Alors, on va parler de la nouvelle image de marque de Safe Software, nouvelle tarification, les nouveautés qui sont dignes de mention dans FME 2023. Évidemment, on n'aura pas le temps de toutes les couvrir, mais au moins celles que nous avons relevées. Il va y avoir une période de questions à la fin. Par contre, je vous invite au fur et à mesure de la présentation à inscrire vos questions dans la section questions et réponses du webinaire. Donc, on va les prendre tout au cours du webinaire et à la fin seulement, on y répondra. Ce sera Victor, François ou moi selon le type de question qui est posé. Alors, débutons avec la nouvelle image de Safe Software. Alors, Safe a complètement revampé son image, changé le logo. Pour ceux qui sont habitués, là, le même logo était là depuis longtemps. Alors, je ne sais pas si vous aviez eu l'occasion de les voir, les nouveaux logos, mais les voici. Donc, c'est vraiment très différent de ce qui existait auparavant. Ça fait un petit peu plus moderne quand même, mais bon. À vous de voir si vous aimez ou pas. Maintenant, aussi pour ce qui est des produits, les produits ont également changé de nom. Alors, il faudra s'habituer au nouveau langage. Donc, les licences FME Desktop deviennent FME Form. Ce qui s'appelait auparavant le FME Serveur devient FME Flow et le FME Cloud qui s'appelle maintenant FME Flow Hosted. Alors, c'est un changement qu'il va falloir vraiment, là, les mots dans la bouche ne nous viennent pas naturellement pour le moment, mais on va s'habituer, c'est sûr. Alors, aussi, il y a un changement au niveau de la tarification. Alors, je vais laisser le soin à mon collègue François de vous parler de la nouvelle structure de prix. Oui, donc, c'est ça. En fait, Safe Software, comme José a mentionné, là, nous, chez Consortec, on est partenaire Safe depuis 1999. Ils n'avaient jamais changé leur branding. Ils n'avaient même jamais changé leur grille tarifaire, leur structure tarifaire. Là. Donc, au niveau de la structure tarifaire, clairement, Safe Software est un ovni au niveau des éditeurs logiciels. Et puis, voyons, j'ai perdu mon fil. Donc, Safe Software, c'est ça, ils ont changé leur image, ils ont changé leur tarification. Donc, Victor, peut-être juste changer la slide. Auparavant, Safe Software, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait, dans le fond, une tarification qui était basée au niveau de FME Desktop, maintenant FME Form, qui était basée sur, dans le fond, l'accès aux fichiers, pas aux fichiers, mais au format que vous pouviez utiliser. Donc, il y avait une version Pro, une version Esri, une version Database. Et vous pouviez aussi le déployer de façon... le prix influait dépendant justement de cette version-là. Et puis, si vous vouliez le déployer de façon, ce qu'ils appellent floating, donc en mode réseau ou en mode utilisateur nommé. Maintenant, ils ont complètement simplifié ça.
au niveau du FME Form, l'ancien desktop, c'est maintenant 9 500 $. Donc, vous avez accès à ce qui était l'équivalent de la version base de données, le database. Vous avez accès à tous les formats et puis vous pouvez la déployer de la façon que vous voulez. Donc, il n'y a pas de discrimination, c'est vraiment au choix de l'utilisateur. Même chose au niveau au niveau du FME Server. Avant, vous achetiez un environnement FME Server. Après ça, vous y greffiez des engins au fur et à mesure que vous aviez soit plus d'utilisation ou des use cases qui le requéraient. Maintenant, le FME Flow, qu'ils appellent, le prix est de 15 000 $, autant pour un premier environnement que pour des engins, des capacités additionnelles. Au niveau du contrat de maintenance aussi, ils font passer de 20 à 25 %. Là, ce qui est important de mentionner par rapport au contrat de maintenance, présentement pour 2023, Safe Software, ils gardent le statu quo. Donc, pour les gens qui ont acquis des licences, c'est toujours basé sur, dans le fond, la valeur d'acquisition que vous avez payée, là, qui était la même depuis, comme je disais, là, depuis Mathusalem. Et puis, vous payez 20 % de ce montant-là. Ils n'ont pas encore annoncé ce qu'ils étaient pour faire en 2024, encore moins en 2025. Moi, je peux vous donner mon petit 2 cents. Je pense qu'ils vont y aller graduellement pour se rendre à un moment où vous allez payer 25 % de la valeur, je dirais, installée de vos licences. Ce qui est important aussi, ce qui est important de savoir aussi, bon, Safe a toujours eu une offre de souscription. Je pense que maintenant, cette offre de souscription-là devient encore plus intéressante. Spécialement, Safe Software ont changé leur prix parce qu'eux, ils considèrent que ce n'est pas seulement, dans le fond, une licence SIA qu'ils veulent vendre à leurs clients. Ils veulent vendre vraiment une plateforme d'intégration de données, une plateforme d'intégration même d'application dans certains cas. Donc, pour eux, encore une fois, ils veulent suivre la mode des éditeurs logiciels pour pouvoir justement offrir à leurs clients beaucoup de flexibilité, donc de passer vers ce qu'on appelle un abonnement annuel. Dans leur cas, à eux, ils appellent ça la souscription FME. Et puis, à ce moment-là, quand vous payez pour la souscription, là, vous avez accès à soit une quantité définie ou illimitée de logiciels dépendant de différentes variables. Dans le cas de Safe Software, les variables pour ce qui est des municipalités, ça peut être soit basé sur le prix de la population ou ça peut être basé sur une utilisation prévue. Et puis, dans les autres cas, c'est basé encore une fois, sur une utilisation prévue, la taille de l'organisation. Honnêtement, Safe Software, ils ont ce que nous, on appelle chez Consortec le West Coast Style. Donc, ils sont très ouverts, ils sont très flexibles. Puis, pour certaines personnes, peut-être que ça peut paraître une augmentation importante. Moi, ce que je vous dis, à date, j'ai eu plusieurs discussions avec nos clients. Puis, à date, on trouve pas mal tout le temps un terrain d'entente pour arriver à une offre qui soit bonne, dans le fond, autant pour vous, les clients, que pour, dans le fond, le combo Safe Software Consortec aussi. Fait que l'idée là-dessus, c'est, je n'irai pas plus loin parce qu'il y a beaucoup de cas par cas, mais gardez en tête que Safe Software ont toujours été très, très flexibles par rapport à leur tarification. Ce volet-là ne change pas, puis nous, on a une super belle relation avec eux. Fait qu'on arrive à la fin pour avoir des ententes qui sont intéressantes pour tout le monde. Donc, je pense que s'il y a quelque chose à retenir, c'est lorsque vous allez devoir soit croître votre utilisation, ajouter des licences, ou même, pour ce qui est du renouvellement des contrats de maintenance, pour l'instant, on garde le statu quo, mais ultimement, on pourra avoir des discussions ensemble à ce sujet-là. Parfait. Merci, François. Parfait. Alors, maintenant, on va passer aux nouveautés proprement dites. Alors, Victor, à toi la parole. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je suis vraiment excité aujourd'hui de vous présenter les nouveautés de FME 2023. Suite aux annonces de Safe, on a soutiré en fait tous les ajouts que nous croyons qui vont être les plus qui vont changer vos manières de faire, qui vont être des ajouts significatifs dans FME 2023. Chaque année, FME, plutôt Safe, font des efforts pour que leur logiciel soit de plus en plus flexible et plus performant. Mais particulièrement cette année, on a énormément de changements. On le voit, là, comme dit précédemment, juste dans le branding puis dans le pricing, c'est une année changement de paradigme, si on veut. Que ça se reflète également dans l'aspect technique du logiciel. L'application reste très similaire à l'année d'avant, mais il y a beaucoup d'ajouts qui vont être vraiment très, très excitants à utiliser, là. Moi, étant un utilisateur tous les jours, en fait, j'utilise FME, donc j'ai hâte de pouvoir utiliser ces outils-là avec nos clients.
avec qui on collabore. Donc, premier point, les paramètres de déploiement. Auparavant, on avait seulement 2 types de paramètres principaux qu'on utilisait dans FME. On parle ici du paramètre public et du paramètre privé. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que ça fait un paramètre, petit reminder, les paramètres, en fait, c'est des manières d'utiliser les entrants d'utilisateurs pour pouvoir utiliser ce que les utilisateurs veulent, puis rendre notre workspace d'autant plus flexible selon qui l'utilise. Et puis, il y a aussi les paramètres privés. Ces paramètres privés-là vont être plus dans une veine de développeurs. Donc, les développeurs peuvent utiliser ceux-ci pour avoir des valeurs fixes qui sont utilisées à plusieurs endroits dans vos workspaces. Puis, en fait, ça également aide à rendre votre logique que vous avez développée, votre script, plus flexible, bref. Puis à ça, va s'ajouter le deployment parameter. C'est le premier paramètre qui est directement lié avec FME Flow, qui était auparavant FME Server. Je vous avise d'avance, ça se peut que je fasse des petits lapsus avec le vocabulaire. Je ne suis pas 100% habitué, moi également, là, même si je l'utilise fréquemment. Excusez d'avance. T'es déjà pardonné, Victor. Ah, merci. Tout le monde qui check. C'est rien contre Safe, je m'habitue. Puis vous aussi, là, vous allez vous habituer. Fait que FME Flow, c'est un paramètre en fait qu'on va générer directement à l'intérieur de FME Flow. Puis l'avantage de ce paramètre-là, c'est qu'une fois qu'il est créé sur votre instance serveur ou Flow nouvellement, il est partageable à tout le monde. On peut faire des paramètres qui, une fois qu'ils sont faits, n'importe qui dans votre organisation qui a accès au FME Flow va y avoir accès. On n'a pas besoin de faire des partages de connexions, de valeurs fixes à travers tous vos collègues. Bref, je vais faire une petite démonstration de comment que ça fonctionne à l'intérieur de FME Form et FME Flow. Que je vais commencer par ouvrir mon FME Form. Juste ici. Très similaire à avant. Vous voyez ici, on a sur ce quoi j'ai travaillé récemment. Je vais m'ouvrir un nouveau workspace ici. Très similaire encore là. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un exemple très élémentaire, disons-le, juste pour vous montrer à quel point c'est simple et facile d'utilisation de faire un paramètre de déploiement en ligne. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de ne pas aller trop vite. Parce que moi, je suis habitué d'aller vite quand je travaille. Je vais simplement me faire une donnée bidon avec un créateur, puis ensuite, on va s'ouvrir un bon vieux Attribute Manager ici. Comme ça. Je vais laisser ça comme ça, puis je vais vous montrer comment on peut aller connecter, puis faire en fait que la donnée que j'ai mis dans mon flow est directement utilisable dans un transformer local. Donc, il y a un nouvel ajout que je trouve vraiment le fun dans le UI, donc l'interface de FME, puis c'est ici. On voit ici, on a un nouvel outil qui nous permet dans le toolbar d'aller voir toutes nos connexions puis de valider si elle est connectée. Au lieu d'aller précédemment, il fallait aller ici puis setter notre connexion par là. Mais maintenant, on a un toolbar qui, je trouve, est comme 100 fois plus utile que le Zoom ou certains qui sont par défaut ici. Fait qu'on est capable d'aller voir ça. Puis je vois que je suis connecté à mon FME Flow. La connexion fonctionne. Ça va être, c'est bien. Puis on sait qu'on est connecté. Je vais aller maintenant dans mon FME Flow, qui est juste ici. Bon, on est sur le home page de notre FME Flow. Très similaire. On a changé, bien évidemment, la couleur pour matcher la nouvelle image de Safe. Et on a le FME Flow ici, puis la belle couleur noire qui est... J'aime mieux ça que le bleu d'avant, mais bon. Vous ne serez pas déboussolé quand vous allez aller sur la nouvelle version, même chose. Par contre, on va aller justement dans une des nouvelles fonctionnalités qui sont les paramètres de déploiement, ici. Okay, ici, j'ai mes database connection et web connection, et à ça s'ajoutent mes paramètres de déploiement. Okay, c'est aussi simple d'aller ici. Là, je vais créer mon nouveau paramètre. On va le cliquer. Puis là, je vais faire un exemple. Je vais appeler nom compagnie. Fait.
Maintenant, il y a 3 types de paramètres qui sont disponibles actuellement, parce que c'est une nouvelle fonctionnalité. Il n'y a seulement que 3 types. Mais j'ai été en préparation avec ce webinaire, j'ai été en discussion avec Safe, des gens qui sont en train de développer ça, puis ils disent qu'ils travaillent activement pour pouvoir permettre, en fait, des nouveaux types de paramètres dans les prochaines versions. Pour l'instant, on a les textes fixes, les connexions de database et les web connections. Mais il faut s'attendre dans le futur à en avoir des nouvelles. Donc, nom de compagnie, je vais appeler ça Consortec. Solutions. Ou Solutions Consortec. Moi, l'écrire en anglais. On va regarder ça comme ça. Je vais l'ajouter. Puis on a un nouveau paramètre ici. Maintenant, si je reviens ici, je peux tout simplement aller dans ma connexion. Bien évidemment, il faut réactualiser ma connexion pour que le nouveau paramètre que j'ai ajouté soit disponible dans mon form. Je vais cliquer sur Sync. Puis voilà. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité également, le sync, qui nous permet de réactualiser des connexions ou au lieu de faire un republish, de reconnecter. C'est une manière plus rapide d'actualiser pour ceux qui sont habitués de communiquer entre form et flow. C'est Quality of Life Improvement. Désolé de mes anglicismes. Je viens de Montréal, que des fois, je n'ai pas les mots en français. Donc, on peut maintenant aller dans mon Attribute Manager pour créer un nouvel attribut. Je vais appeler ça compagnie. Maintenant, étant donné que j'ai syncé, je vais avoir un nouveau paramètre qui est disponible. Vous verrez ici, si je vais dans mes User Parameters, vous avez maintenant le Deployment Parameter qui est disponible. Donc, je peux avoir accès directement à une valeur fixe qui est très utile. Dans ce cas-ci, ici, je clique ça, comme ça. Je fais play. Je vais runner ça. On pull ça ici. Puis vous voyez, j'ai été capable de pull cette valeur-là directement. Bien sûr, ça, c'est un exemple très élémentaire qui n'est pas exactement concret, mais on pourrait penser, par exemple, si on utilisait un HTTP caller, on voulait faire une connexion directe avec un site web, je pourrais partager à tous mes collègues le request URL. Que je pourrais faire une valeur fixe de où est-ce qu'on va chercher notre donnée pour ensuite ouvrir et faire des requêtes, savoir qu'est-ce qu'on veut aller chercher dans ce lien-là. Donc, au lieu d'utiliser avec une application de tierce partie pour partager toute cette information-là avec les collègues, on peut le faire super facilement au travers des deployment parameters. Donc, au lieu de copy-paste de plein d'informations dans Teams ou dans tes emails, mais là, ici, tout est regroupé. On n'a pas besoin de s'assurer que tous les gens dans l'équipe ont cette information-là et elle est disponible à tout le monde. Bien évidemment, il y a des paramètres qui permettent de donner accès ou non à ces personnes-là, dépendamment de ce qu'on veut quel employé a accès au travers des rôles. On ne va pas discuter de ça aujourd'hui, mais sachez qu'il est possible justement de donner accès à certaines personnes, certains déploiements, paramètres de déploiement. Une autre utilisation serait les Web Connections ou les Database Connections. Donc, je vais vous montrer. Si par exemple, j'utilisais un Feature Reader par la suite, je vais aller lire. Je veux lire ma connexion de PostGIS. Ici. OK. Je vais aller la générer dans mon flow. Ça, ce qui est très utile, c'est qu'au lieu d'envoyer tous les credentials à mes collègues, j'ai simplement une fois à mettre les credentials à mon database ou à ma connexion web. Tous les autres vont pouvoir avoir accès. Je vous montre ça vite. Donc ici, dans mon database connection, j'ai accès à la base de données PostGIS de l'entraînement de FME. Puis c'est aussi simple qu'une fois que notre connexion est faite sur FME Flow, une fois qu'elle a été uploadée ici, on peut l'utiliser dans nos paramètres de déploiement. Donc, je vais créer ça. Je vais faire connexion PostGIS FME. Par exemple, je vais l'appeler une database connection. Là, vous voyez que j'ai le choix de déterminer cette valeur. Donc, je fais OK. Je l'ajoute. Puis maintenant, tous les gens qui ont accès à ça vont pouvoir utiliser ma connexion database sans avoir partagé rien. Si je vais dans mon FME Server, pardon, c'est vrai, il faut que je réactualise. On fait sync.
maintenant, je devrais avoir accès à mon paramètre de pod.js. Puis là, si je vais voir justement qu'est-ce que je peux lire à l'intérieur de cette pod.js-là, vous verrez que la connexion a été faite. Sans avoir à initialiser cette connexion-là localement, j'y ai accès. Oh. OK. Tu sais, quand tu fais 15 tests avant tes présentations, ça ne marche pas. Ça marchait il y a 1 heure, mais maintenant, c'est bien sûr devant tout le monde, ça ne marche pas. Mais, la joie du direct. Oui, les joies du direct. Fait que, on passe à autre chose. On passe à la publicité. Écoutez, ouais, je ne comprends pas le bug spécifiquement. Est-ce que tu peux l'expliquer conceptuellement, Victor? Bien, conceptuellement, tout ce que je faisais, c'est je peux initialiser ma connexion dans Flow. Une fois qu'elle est initialisée, je peux l'utiliser dans Form sans devoir à la mettre dans mes connexions ici. T'sais, si par exemple, je vais ici, puis dans mes database connections, j'ai rien qui est initialisé. J'ai besoin, j'ai pas besoin d'avoir ça initialisé dans le form pour pouvoir la connecter au travers de Flow. Fait que c'est un avantage de pouvoir justement partager cet accès-là à tout le monde sans avoir l'initialisé. Désolé des problèmes techniques, on ne sait jamais quand ça va nous arriver. Là, mais ouais. Donc, ça arrive au meilleur, Victor, c'est correct. Oui, je suis désolé. Maudit. Bon, on va retourner à mon PowerPoint. Oui, donc très utile pour les partages de connaissances au travers. Moi, je dirais que c'est vraiment quelque chose qui va être super utile pour les équipes qui partagent ça au travers d'une équipe. Donc, s'il y a beaucoup de gens qui interagissent avec le même FME Server ou FME Flow, maintenant FME Flow, vous allez avoir accès à plein d'informations partageables facilement. Maintenant, la nouvelle version de Merge and Compare. Merge and Compare, c'est un outil qui a été initialement intégré à FME dans la version 2022, mais il y a eu beaucoup d'ajouts, une transformation en fait de l'interface de l'outil qui rend vraiment son utilisation beaucoup plus facile, qui permettent en fait dans les cas où on veut comparer deux workspaces la même version, le même workspace, mais dans deux états d'avancement, ce qui nous permet de les comparer. Fait que cet outil-là est très utile si, par exemple, plusieurs collègues travaillent sur la même logique, mais, par exemple, j'ai un collègue qui a fait des ajouts, qui a fait une partie de la logique. J'aimerais ça appliquer ces changements-là à ma logique sans devoir copy-paste la sienne. Donc, on est capable de valider entre les deux versions c'est quoi spécifiquement les changements qui sont produits entre les deux et de les appliquer dans la même interface. Donc, très, très utile pour la comparaison. Bien sûr, ça le dit dans le nom. Et en fait, je vais vous montrer encore un exemple de comment que ça fonctionne dans l'application. Donc, on y a accès ici dans Tools et ensuite Compare Workspace. C'est une manière différente que la logique fonctionne. Précédemment, la logique se faisait qu'on ouvrait un workspace, puis par la suite, on voulait le comparer à un autre qui allait apparaître à droite. Maintenant, c'est carrément un autre module qu'on ouvre qui nous permet justement de faire cette comparaison-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est plus à part entière maintenant, plus qu'un add-on de la version 2022. Donc, je vais aller chercher les workspaces que je veux comparer. Donc, j'ai deux exercices ici. Je vais ouvrir ça. Puis, je vais ouvrir celui-ci. On a une version à gauche qui est éditable et la version, le workspace à droite qui est lisible. Donc, si on suit cette logique-là, on voudrait que celle-ci soit... on veut appliquer des changements à celle-ci et la comparer à celle-là. Mais vous verrez bien, il est facile de les interchanger par la suite. Je vais sauvegarder ça. Donc, vous voyez, on a une nouvelle interface qui maintenant est de gauche à droite versus de haut en bas, qui était comme l'interface d'avant. Puis si je suis ici comme ça, vous verrez que les changements sont soulignés ici. Vous voyez que mon Point on Area Overlayer, qui est un transformer d'interpolation spatiale, n'est pas intégré à cette version-là.
Puis c'est aussi simple, en fait. En fait, ici, on voit tous les changements, les jonctions qui ont été ajoutées, les connexions qui ont été ajoutées. Et puis, c'est aussi simple, en fait, que pour faire ces changements-là et les appliquer à la version à gauche, c'est aussi simple que de sélectionner ce qu'on veut. Je vais sélectionner ces 3 systèmes-là. Puis, je vais faire Copy to Left. Puis, bada bing, bada boom, on a les changements qui sont appliqués directement comme ça. Puis maintenant, on a appliqué ces changements-là. Très utile pour des grands workspaces qu'on ne sait pas exactement quelle partie mon collègue a changé, qu'est-ce qui a été ajouté ou modifié. Ça va nous aider à isoler exactement ce qui a été modifié. C'est très, très pratique. On peut maintenant voir que si, par exemple, je voulais changer et que cette version-là est maintenant éditable de ce côté-ci, je peux faire ça avec l'option Swap. Je vais faire sauvegarder. Puis vous voyez maintenant, j'ai la nouvelle version ici, puis l'ancienne à droite. C'est une nouvelle fonctionnalité qui permet d'échanger ça, de faire des changements d'un côté comme de l'autre, ce qui est très pratique dans le cas où on fait une comparaison. Donc, ceci fait le tour pour le nouvel outil de Merge and Compare. Je vais minimiser ça. Donc, vous voyez, c'est ça, très facile, l'interface vraiment meilleure. Puis, c'est suite à beaucoup de commentaires, en fait, des utilisateurs qu'ils ont fait une interface plus facile. Là. Bien évidemment, en 2022, ils l'avaient abordé comme étant un outil qui était en prévu, un peu une sorte de bêta de l'outil qui devait être amélioré. Puis, ils ont vraiment délivré, en fait, sur cette promesse-là avec la version 2023. Troisième modification que nous croyons qu'il va avoir un grand impact, c'est les Transformer Designer. C'est un nouveau module carrément qui s'ajoute à la suite de FME. Puis c'est un peu une continuation des outils personnalisés dans la même veine un peu que les Custom Transformers. Par contre, les Custom Transformers, eux, c'est une manière qui rend disponible de fusionner plusieurs transformeurs qui nous permettent justement de prendre des parties, les outils qu'on veut, puis les fusionner dans le nôtre, puis par la suite qu'on peut répliquer et les envoyer à d'autres gens. On y va à un autre niveau ici. Le Transformer Designer, en fait, c'est vraiment, on donne les clés de développement à n'importe qui est à l'aise, en fait, avec le développement en Python. Donc, on est capable maintenant de designer un transformer lui-même. Donc, on est capable de prendre un code Python, ou en fait, plutôt un package Python SDK, donc un development kit de Python, et de paramétriser ce code-là. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on est capable par la suite d'utiliser les variables dans notre code pour les rendre utilisables dans certains ports et capable de par la suite faire un outil qui est d'autant plus personnalisé qu'un custom transformer. Bien évidemment, aujourd'hui, je ne vais pas vous rentrer trop dans les détails de comment que ça fonctionne. Et bien évidemment, je vais perdre plusieurs d'entre vous si je me mets à parler de Python. Et ça mériterait une séance à elle seule pour vous expliquer comment se starter. C'est un outil qui est présentement en bêta, puis ils sont constamment en back and forth avec les gens qui développent en Python et qui utilisent FME. Donc, si vous êtes intéressé, on va vous partager un lien qui vous permettra d'aller sur un blog et qui vous expliquera toutes les étapes de comment commencer votre développement au travers du Transformer Designer. Vous pouvez vous inscrire à la version bêta, même sans la version 2023. La nouvelle version 2023 vient avec le Transformer Designer, mais si vous ne voulez pas downloader toute la suite de FME Form 2023, vous pouvez vous inscrire pour le bêta et juste vous amuser avec ce nouveau module-là. Donc, ça va être, en bref, nous croyons que ça va être très utile pour ceux qui développent en Python, qui vont vouloir faire des outils qui sont d'autant plus personnalisés et d'autant plus pointus dans son utilité. Et donc, en bref, vous pourrez, au lieu d'utiliser toujours le Python Caller comme solution, vous pourrez transformer ce Python Caller-là en un transformer qui va être utilisable pas seulement pour vous et les développeurs Python de votre équipe, mais pour le commun des mortels qui ne savent pas coder en Python. Donc, le transformer en un transformer. Donc, ça va être très utile, nous croyons. Une autre fonctionnalité, passons au point 4, ce sont les nouvelles fonctionnalités de Webhook. Les Webhooks, c'est en fait
ça permet de paramétriser, mais en fait, c'est une communication entre une application de tierce partie et une autre. Dans ce cas-ci, on parle d'un webhook qui est utilisable très souvent au travers des automations. Donc, on est capable de communiquer entre une application de tierce partie avec FME et par la suite, en communiquant avec l'application de tierce partie, on est capable de prendre ce message-là et de l'utiliser dans notre logique de workspace, puis d'utiliser les parties de ce message-là pour pouvoir interagir avec des systèmes externes, puis de faire justement rendre notre workspace d'autant plus fluide et interagissable à l'externe. C'est d'autant plus le cas dans la version 2023 de FME Flow. On parle ici, en fait, d'un webhook qui, auparavant, on avait seulement le contenu du message, donc le retour du message de notre webhook quand on le reçoit. Maintenant, on est capable d'avoir une visibilité avec les requêtes API disponibles au travers du webhook. C'est vraiment très utile. C'est un peu comme le principe de caching, si on veut le dire. Dans FME, si on a un caching de présent, on est capable de savoir quelles sont les valeurs possibles pour pouvoir déterminer qu'est-ce qu'on veut mettre comme valeur. Mais c'est un peu le même principe ici où est-ce qu'on a un return value des API possibles. Puis par la suite, comme vous pouvez voir dans l'image à droite, on est capable de savoir les valeurs qui sont possibles et d'utiliser comme clé attributaire la réponse API de notre webhook. En bref, pour ceux qui peut-être ne comprennent pas tout ce jargon-là, on rend la connectivité au travers des webhooks d'autant plus flexible dans cette nouvelle version-là et ça nous permet d'avoir une connexion plus directe avec notre workspace et ça évite des étapes supplémentaires qui nous nécessiterait de décortiquer un message complet. Maintenant, on est capable d'avoir vraiment des sections de notre réponse, en bref. Oui, donc ça fait le tour pour les webhooks. Maintenant, la vitesse, la performance. Ça, j'aime ça. On a une meilleure performance du côté du processing, mais également de la visualisation. Puis c'est non seulement une meilleure performance en termes de rapidité, mais également en termes de mémoire. Donc, FME 2000, à chaque année, c'est certain que Safe, ils font des efforts pour que la nouvelle édition soit plus rapide et plus efficace, mais ils nous ont dit que c'est particulièrement cette année marqué l'augmentation du niveau de performance. Donc, plus rapide et plus efficace, et ils ont vraiment pris un effort pour rendre, en fait, ils avaient comme objectif, en fait, d'ici à la fin du cycle de FME 2023.1 ou 2, de retaper tous les transformeurs pour qu'ils soient plus rapides et plus efficaces. Ils nous ont dit qu'ils ont fait les 100 plus utilisés et qu'ils travaillent à finaliser le tout pour que toute la suite de transformeurs soit plus rapide. Donc, vous verrez ici, on a à gauche une démonstration qui a été réalisée en fait sur un Mac. Étrangement, Safe, sûrement que plusieurs d'entre vous le savez, mais ceux qui ne savent pas, ils développent en Mac. Ils travaillent en Mac. Puis ici, on a une démonstration de Safe qui nous montre en fait une interpolation spatiale entre 16 millions de points et 3200 areas. Et on voit que le procédé qui se fait nous prend 20 secondes. Ce qui est, selon leurs statistiques, 2 fois plus rapide que la version précédente. Bien évidemment, ici, on fonctionne avec un MacBook Pro qui est équipé des nouvelles chips là, de Mac, qui est les M1, je crois. Ils sont rendus à M2, mais eux, ils ont un M1 donc, pour ceux qui utilisent MacBook, c'est une très bonne nouvelle. Ils l'optimisent en fonction de cette nouvelle chip Mac. Mais pour tous ceux qui n'ont pas de Mac, n'ayez crainte. J'ai mis mon code de laboratoire pour faire des expérimentations et valider ce qu'il disait. Faire un mythbuster un peu, si c'était vrai que ça va plus vite. Puis oui, ça va plus rapidement. J'ai fait beaucoup de tests, puis en général, ça allait 2 fois plus rapide. Des fois un peu moins, des fois un peu plus, dépendamment des cas de figure que j'ai fait. Mais particulièrement, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la visualisation était quelque chose qui avait été d'autant plus optimisé que je me suis fait du fun, puis j'ai utilisé Windows Movie Maker pour faire un propre vidéo de nos expérimentations. Que vous voyez ici,
je vous explique en fait le contexte de cette expérience de vitesse-là. J'avais 2 instances de FME d'ouvert avec le même dataset qui est des données LIDAR LAS de Montréal. J'ai converti ces données LAS-là en points individuels, ce qui me donnait environ 18 millions de points représentés individuellement, ce qui est une tâche assez demandante pour le logiciel. Je l'ai vraiment poussé les limites pour voir c'était quoi la différence réelle. Puis vous allez voir ici qu'il y a une réelle différence en termes de visualisation. Donc, on voit ici que on commence simultanément en passant. Ici, ça c'est bizarrement, quand que je l'avais commencé, il y avait un preview un peu anticipatif, étrangement. Je ne sais pas c'est quoi ce comportement-là, mais sachez qu'ils ont été commencés en même temps, puis vous allez voir la vitesse et la différence de vitesse, bref. Je suis capable d'arrêter lui, c'est un peu distrayant. Je suis capable? Non, je ne suis pas capable. Regardez à droite. Donc, vous voyez, on va dans la version 2022 et 2023 ici. Puis on commence. Donc, il y a un défilement du temps x2, sinon on se serait regardé un peu dans le blanc des yeux longtemps, à attendre que tout ça soit fini. Donc, défilement de temps x2, vous voyez déjà que 2023 est beaucoup plus rapide en visualisation. Vous voyez que chaque point est visualisé beaucoup plus rapidement. Et vous voyez, en 47 secondes, on a été capable de visualiser les 18 millions de points, tandis qu'en 2022, là, on fait un défilement x4 du temps. Et on va attendre un petit peu. Ça y va. C'est à côté du parc La Fontaine. Et voilà. Donc, on a 2 fois le temps pour la visualisation de gros datasets pour juste la dernière version, ce qui est, comme le disent Safe, des performances qui sont 2 fois et plus performantes. Et ça, c'est selon nos observations personnelles. Il y a également un point que je voulais mentionner, c'est que très souvent, j'essayais de faire cette visualisation-là dans 2022.2.4 et très souvent, ça crashait. Ça ne tentait pas. Il ne voulait pas le regarder. Donc, ça me démontrait également que FME 2022 était moins stable en termes de ressources de mémoire versus 2023 qui fonctionnait à tous les coups, qui était capable de me faire la visualisation. Donc, bref, plus stable, plus rapide. Tout le monde est content. Maintenant, quelques autres petits ajouts qui vont faire le bonheur des développeurs FME. Ça a été une des demandes les plus votées, je crois, sur un blog. Ils font souvent il y a un forum d'idées pour ça serait quoi les nouveaux ajouts les plus hot à rajouter à FME. Ça, c'était le numéro 1, puis ils ont délivré leur promesse. Ils ont ajouté enfin dans le Attribute Manager une manière de choisir le type de la donnée. L'avantage de ça, c'est que initialement, en fait, dans les versions précédentes, il fallait choisir le type de notre donnée dans le writer, donc où est-ce qu'on écrivait notre donnée à la fin de la logique. Ça nécessitait de mettre notre schéma attributaire en manuel. Ça faisait en sorte qu'il fallait mettre en manuel et modifier tout. Maintenant, on a moins à se casser le basic, comme ils disent, et on peut changer le type avant qu'il rentre dans notre writer, et on peut le changer directement comme ça et garder notre writer en mode automatique. Donc, on sauve du temps, puis ça nous permet une meilleure flexibilité au travers de notre workspace pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc, on peut changer de type. Hourra, je vois des mains d'applaudissements, c'est super. Content que ce soit la première affaire que le monde applaudisse. Mais oui, moi aussi, je suis très content de ça. Wow, ça n'arrête pas. Moi, je pense, Victor, que les gens ils étaient juste gênés d'applaudir avant, mais là, on dirait que t'as comme déchaîné les valves. Wow. Exact. Je me sens récompensé. Donc, ouais, on peut choisir le type, c'est super. Pluie d'applaudissements. Yes. All right. Prochain point. On a maintenant une visualisation dynamique des paramètres. Puis ça fait en sorte que on peut rendre le input des utilisateurs d'autant plus variable et interactif. C'est quelque chose qu'on va pouvoir non seulement utiliser dans le Quick Translator, où est-ce que c'est seulement des utilisateurs qui ne savent pas grand-chose sur FME vont pouvoir interagir. Donc, on a une interface vraiment, comme vous voyez, on peut faire disparaître et apparaître des choses. Je vais faire un exemple dans un nouveau workspace, ici.
On va aller. Je vais vous montrer comment c'est facile à faire. Donc, user parameter. Donc, on va aller improviser un peu. On va faire un yes or no ici. Donc, je vais me faire un paramètre qui est yes or no. Je vais faire un paramètre, on va dire vacances. On pourrait faire comme avez-vous des vacances payées par Consortec? Enfin, yes or no, que je vais faire oui ou non. Ça. Ici. Puis, je peux faire un nouveau paramètre qui va être dans les choix. Ici, je vais faire temps des vacances. Je ne peux pas faire temps vacances. Combien de temps voulez-vous partir en vacances? Et valeur 1 semaine. 2 semaines. Ben, je vais prendre ma retraite. Prendre ça. Maintenant, je peux choisir. Maintenant, il y a un ajout qui se fait ici, puis c'est la visibilité conditionnelle ici. Donc, par exemple, je pourrais faire. C'est comme un peu un test, comme on est habitué d'utiliser dans les testeurs. Fait que je ferais. Mettons, si les vacances, fait que ça, c'est mon premier paramètre. Si les vacances, il est égal à oui, que yes, fait que je l'ai coché. Then, show enable. Sinon, je vais le cacher. Ça fait que, vous allez voir, ben, OK. Je vais faire un créateur pour pouvoir initialiser ma logique. Vous voyez maintenant, mon autre paramètre n'est pas affiché. Puis ça fait en sorte que je peux contrôler ce que l'utilisateur voit. Puis c'est beaucoup plus peaufiné puis beaucoup plus intuitif. Donc, si par exemple, je dis oui, je veux des vacances payées, là, je peux mettre mon 2 semaines. Sinon, si je l'enlève, on fait ça. Puis, by the way, ça, c'est je me déresponsabilise. Vous pouvez préparer des vacances payées. Là. C'est un peu un exemple pour vous montrer qu'on est capable de choisir qu'est-ce qui est visible ou non. Avec un exemple un peu nono, là, désolé. Donc, je vais revenir ici. Donc, ouais, meilleur UI pour l'input des utilisateurs. Maintenant, d'autres ajouts. FME, comme je l'ai dit initialement, ils ont pour but de rendre leur logiciel de plus en plus performant, mais également de plus en plus flexible. Puis ici, on fait des ajouts avec des plateformes qui sont de plus en plus utilisées. Donc, on parle d'un nouveau transformer qui permet une connexion directe avec la plateforme Trimble Connect. Donc, on va être capable de communiquer beaucoup plus facilement avec cette plateforme-là. Non seulement ça, mais on est capable il y a un writer maintenant qui écrit directement sur Autodesk Revit, quelque chose qui est de plus en plus utilisé. Et on a également des nouveaux readers et writers qui permettent l'intégration directe avec la plateforme Databricks. Donc, 3 plateformes que si vous utilisez ça, il va avoir une meilleure connectivité avec FME, puis ça va vous permettre d'intégrer votre flow votre logique d'update de données beaucoup plus facilement grâce à ces nouveaux outils-là. Donc oui, j'espère que vous avez appris une couple de choses. Bien évidemment, on n'a pas eu le temps aujourd'hui de démontrer l'ensemble des ajouts de FME 2023, mais selon nous, ça, c'est les nouveaux ajouts qui vont vraiment changer comment vous utilisez le logiciel. Bien oui, donc, je vais laisser la parole à mon collègue François pour faire la petite conclusion. Et puis ensuite, on pourra répondre à toutes vos questions. Je passe la POC à François. J'étais muté, désolé. Ah oui. Donc, en conclusion, ça, on a parlé premièrement de Safe Software après plus de 20 années de statu quo, autant au niveau de leur image, de leur branding, de leur structure de prix. Ils ont fait des changements importants à tous ces niveaux-là. On vous a présenté, enfin, Victor vous a présenté aussi les nouveautés de la version 2023. Évidemment, comme il dit, c'est pas l'ensemble des nouveautés, on ne peut pas vous les montrer, mais on essaie de vous montrer celles qui sont les plus
les plus, je dirais, qui vont plus parler à notre clientèle du Québec. Ceci étant dit, c'est si jamais vous voulez en savoir plus ou quoi que ce soit autre que la période des questions, bien, vous pouvez toujours aussi là, nous contacter. Ça va nous faire un plaisir de pouvoir répondre là, à l'ensemble des, je dirais, des questions, possibilités d'FME, là, soit dans un contexte général, dans un contexte de projet précis aussi. Donc, en gros, là, ça fait pas mal de tour. Peut-être place aux questions maintenant. Oui. Victor, si tu veux mettre à l'écran la prochaine slide, j'ai quelques questions que je vais poser. Je vous laisse à l'écran les adresses courriels avec lesquelles vous pourrez nous rejoindre. Alors, partez pas tout de suite. Si vous avez des petites questions, c'est le temps de les écrire. Pendant que je prends les questions ou tout de suite après, Victor, tu pourras aussi mettre le lien dont on parlait tantôt pour le Transformer Designer parce que je n'y ai pas accès à ce lien-là. Alors, je te laisse le copier dans le chat. OK, je vais aller vite, vite. Parfait. Alors, une première question, c'est dans le Attribute Manager, est-ce que le Expose peut être éteint? Dans la nouvelle version, bonne question. Je veux dire, si ça a été pas Expose ou Expose, est-ce que ça peut être turn off? Ben oui, parce que ouais. Je comprends pas exactement la nature de la question, là. Est-ce que tu peux mettre Expose à off dans le sens. Attendez, on va aller voir, mais moi on peut mettre les expose à off. Moi, je vous dirais que tu peux expose ou unexpose une valeur très, très facilement par les actions. Mais je dirais qu'en termes de ce qu'on a parlé par rapport au type, ça fait pas référence à l'exposer un attribut. On peut les cacher, mais on peut aussi les exposer. Que je ne sais pas comment répondre autrement à cette question-là. Ouais. Parfait. Si ça ne répond pas bien, de toute façon, la personne pourra réécrire d'autres choses dans le chat. Ouais, je vais quand même passer à l'autre question en attendant. On me demande que cette fonction ne soit pas active. Que la fonction d'exposition n'est pas active. En fait, ma compréhension, c'est que tu choisis la fonction expose. Donc, si tu ne veux pas qu'elle soit active, tu ne fais juste pas choisir cette fonction-là. Oui, exactement. Que c'est pas nécessaire d'avoir cette option-là si on ne la choisit pas. Bref. Ça va être automatiquement la source de la donnée qui provient de cette donnée-là. Si elle a un type, ben, elle va rester ce type-là si on ne choisit pas de la changer. OK, parfait. La prochaine question, c'est est-ce que les paramètres dynamiques conditionnels vont pouvoir être aussi utilisés sur FME Server, qui est maintenant FME Flow? Oui, c'est possible de le faire. Précédemment, c'était possible déjà de le faire. Mais oui, en fait, il va y avoir aussi de la visibilité conditionnelle s'il est publié ou non. Le paramètre va pouvoir apparaître ou non. Il y avait déjà un peu de flexibilité en lien avec l'option Publish ou non pour FME Flow, mais ça va être disponible de pouvoir faire ces options-là. Ouais. Parfait. Victor, je te laisse quelques secondes pour trouver ton lien pour pouvoir le partager dans le chat. Puis, si vous avez les participants, si vous avez d'autres questions, c'est le temps de les inscrire dans le chat pour que Victor puisse y répondre si c'est une question d'ordre technique. Il y en a une autre question qui arrive ici. Alors, si on supprime un attribut au début d'un workspace, il se trouve exposé dans le Attribute Manager suivant. Il faut donc le supprimer dans tous les Attribute Managers. Les attributs supprimés s'accumulent donc. Je dirais que c'est pas vrai. Si on supprime un attribut au début, avant qu'il rentre dans un manager, il va disparaître. Je ne sais pas exactement quel cas on discute ici. Une fois qu'il est délité, il va pas apparaître dans le reste de la logique ou il va apparaître en gris. Il va apparaître en gris comme qu'il n'est pas utilisable, qu'il est disparu. Parfait. Merci, Victor. Ouais, je crois que c'est ça. J'essaie de trouver le lien. Là. Oui.
C'est pour ça que je vais te laisser un petit 15 secondes pour Oui, trouver. je l'ai ici. On va vous mettre ça dans la section du chat pour que vous puissiez y avoir accès. Si vous avez d'autres questions, c'est le temps de les écrire. OK, je l'ai ici. Et que j'ai envoyé le lien ici. Donc, c'est la documentation pour utiliser le package Python SDK de Safe. Puis, une fois que vous savez comment utiliser ça, il y a une section qui vous permet d'intégrer ce package SDK-là avec le Transformer Designer. Pour ceux qui s'intéressent, je viens de le poster dans le chat. Parfait, merci. François, on a une question au sujet de la tarification. Alors, quelqu'un demande si la nouvelle tarification est rétroactive à un nouvel abonnement. Je ne suis pas sûr que je comprends la question parce qu'un abonnement, dans le fond, pour ce qui est des abonnements, donc les souscriptions, c'est un montant annuel, bien ça se poursuit. La nouvelle tarification en tant que telle, c'est pour les gens qui achètent des licences perpétuelles. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que les prix sont effectifs à partir du 1er mai. Pour les clients qui nous avaient déjà contactés, qu'on avait envoyé des soumissions, les prix qui ont été fournis, donc les anciens prix, sont valides pour 90 jours, donc jusqu'au 31 juillet. Mais pour tout le monde, dans le fond, qui ont besoin d'acheter de nouvelles licences en mode perpétuel, la nouvelle tarification s'applique. Je ne sais pas si ça répond à la question qui a été posée. Parfait, merci. Je n'ai pas d'autres questions. Oui, on confirme que ça répond bien à la question. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Je peux peut-être laisser 1 ou 2 minutes encore s'il y a quelqu'un qui veut prendre la peine de poser la question pendant que Victor et François sont encore disponibles pour répondre. Sinon, n'hésitez pas à nous écrire. Qu'est-ce qu'une souscription? Qu'est-ce qu'une souscription, Josée? C'est une excellente question. J'en ai parlé. C'est comme l'équivalent d'un abonnement pour d'autres éditeurs de logiciels. Donc, on paye un montant annuel pour avoir accès à comme j'expliquais, soit à un montant de valeur de licence déployée ou, dans certains cas, c'est une utilisation illimitée. Mais encore une fois, c'est un montant, mais c'est un montant illimité. Donc, c'est vraiment basé sur ce principe-là. Je répète encore une fois ce que j'avais dit tantôt. La façon de déterminer le montant, c'est soit la taille de l'organisation. Pour une ville, mettons, c'est par rapport au nombre d'habitants ou par rapport à l'utilisation qui est prévue. Donc, c'est un volet un peu, pas un peu, c'est un volet de négociation entre le client Safe Software et puis Consortec qui est l'intermédiaire pour vous aider aussi. Est-ce qu'il existe une licence non commerciale pour utilisation éducative à domicile? Ils ont ce qu'ils appellent eux autres des grants, donc des subventions, mais il faut s'adresser à Safe Software directement puis utiliser, pas utiliser, mais décrire le cas d'utilisation, mais oui, ça se fait. Parfait. Alors, on laisse une autre petite minute si jamais il y a d'autres questions qui vous viennent en tête, que vous voulez poser. Sinon, comme j'allais dire tantôt, vous avez les adresses courriels à l'écran si vous voulez nous joindre par la suite pour avoir plus de détails ou nous parler d'un cas plus précis qui vous préoccupe. Oui, bien, c'est bon. Parfait. Alors, on n'a pas d'autres questions, mais je vous remercie tout le monde d'avoir été présent à ce webinaire-là. J'espère que ça vous a éclairé sur les nouveautés de Safe. Et si vous avez des questions, ça nous fera plaisir de vous parler par la suite. Merci à tous et merci bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir.